voir comment et jusqu'où la démarche participative des approches design permet de renforcer l'inclusion des personnes dans des projets pensés par eux et pour eux. Pour en parler, nous serons accompagnés là aussi d'un deuxième grand témoin qui est avec nous à distance. Diane, je vous laisse nous présenter. Oui, merci Régis, et encore merci Étienne Petit-Mangin d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir rejoints pour prendre ensemble connaissance de ces 4 nouveaux projets résolument orientés, comme l'a dit également Régis, vers l'autonomie et l'inclusion. Alors, pour rappel, vous êtes responsable de la commission autonomie et citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées à l'UNIOPS, Union donc des acteurs privés non lucratifs de solidarité que vous représentez au Conseil de la CNSA. Et vous êtes également personne qualifiée à la Commission nationale consultative des droits de l'homme et à la Haute Autorité de Santé. Et ces engagements prolongent bien évidemment une riche carrière professionnelle auprès du monde du travail, puis dans les territoires et enfin comme secrétaire général du CIH. Voilà, je vous remercie. Merci à vous d'être avec nous. On va tout de suite commencer par 2 premiers projets qui mettent en avant des initiatives conduites en milieu ordinaire avec une approche design mobilisée pour favoriser au maximum l'inclusion des personnes concernées. C'est le cas de cet incroyable partenariat qui s'est établi entre d'un côté l'APF, l'Association de paralysés de France, et le groupe SEB pour favoriser l'emploi et l'usage des ustensiles, des appareils de cuisine produits par le groupe SEB pour des personnes en situation de handicap. Alors c'est un projet qui est né au coin d'une table dans un restaurant lyonnais où il y a de ça bien longtemps, comme quoi à Lyon on phosphore de bonnes idées, et qui a débouché sur la réalisation d'un Good Design Book inédit dans son genre qui est disponible en ligne aujourd'hui, accessible pour toute personne, notamment des hébergeurs, notamment des industriels, pour justement repenser l'aménagement de cet espace particulier qu'est la cuisine, puisque c'est sur l'espace de la cuisine qu'a porté cette expérimentation et son adaptation. Pour nous parler de cette belle initiative, on a Kenza Drancourt qui est avec nous, designeuse au sein du groupe SEB, et Colin Lemaitre, coordinateur et entrepreneur culturel, qui a porté le projet pour l'APF à l'époque. Je vous laisse la parole, on en parle après. Oui, merci et bonjour. Écoutez, peut-être en 2 mots, donc moi, Colin Lemaitre, j'ai travaillé pour APF France Handicap et plus particulièrement APF Développement Auvergne-Rhône-Alpes qui a porté avec le groupe SEB ce projet de Good Design Playbook. Alors APF France Handicap, c'est une des plus importantes associations de représentation et de défense des personnes en situation de handicap en France, avec ces dizaines de milliers d'adhérents, salariés, bénévoles, évidemment bénéficiaires à travers tout le territoire. Bonjour, je suis Kenza Drancourt. Moi, je travaille pour le groupe SEB. C'est la référence mondiale du petit équipement domestique et électroménager. Et vous côtoyez sûrement en fait ces produits sous différentes marques. Ça peut être Moulinex, Tefal, Calor, Roventa et bien d'autres. Donc, elle est présente internationalement et majoritairement sur les secteurs et les usages liés à la cuisine, l'entretien de la maison, le soin personnel. Et la mission du groupe, c'est vraiment de faciliter, d'accompagner la vie quotidienne des personnes. Du coup, en 2019, on s'est mobilisé avec le groupe SEB, avec l'aide de la CNSA, en essayant de transposer le concept d'accessibilité universelle qu'on connaît mieux quand on parle de l'espace public ou de l'aménagement aux objets du quotidien, tout simplement. Et comme le temps nous est compté, éventuellement, je vous suggère qu'on puisse visionner une petite vidéo de 2 minutes qui présente l'ensemble de la démarche de ce projet avant qu'on puisse en parler plus en détail et selon les questions. Si on peut lancer la petite vidéo qui était... Vous demandez à quelqu'un qui n'a pas la capacité aujourd'hui à piloter ou à conduire un véhicule, demander ce que serait le véhicule de demain, il va s'attacher à la fonction, c'est la fonction du déplacement, de la capacité à aller d'un point A à un point B, d'une manière qui soit aussi confortable que possible. Et là, on peut évidemment commencer à imaginer qu'on va réinventer un véhicule. L'objectif, c'est de créer des gammes d'objets, de produits, de services qui soient accessibles et utilisables
par toutes et tous, y compris des personnes qui jusqu'à maintenant étaient exclues de ces utilisations, comme les personnes en situation de handicap. Le projet, c'est un Good Design Playbook, c'est un guide de bonne pratique de conception pour rendre les usages du quotidien accessibles à tous. Dans ce Good Design Playbook, on va retrouver des outils et des méthodes pour pouvoir monter son propre projet de conception avec une démarche de design inclusif. Tout ce qui a été monté, les méthodes, les outils, peuvent être déclinés sur du produit, du service, de l'espace, peu importe en fait, parce que c'est des méthodes qui sont transverses. On s'appuie vraiment sur le savoir et l'expérience des personnes en situation de handicap qui sont intégrées à chaque phase de conception. Il n'y a pas de limite, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Pour nous, c'est vraiment un changement majeur dans la place que les personnes peuvent prendre dans une société. C'est vraiment d'être réinventées comme étant des personnes qui ont une valeur. On a pu parler d'égal à égal avec un designer et à la fin, je crois qu'on ne savait même plus trop qui était qui. Et construire des produits et services pour tous, qui sont utilisables par tous, c'est le gage d'une certaine soutenabilité ou durabilité des produits. Et notamment aussi avec le vieillissement de la population, c'est une question vraiment actuelle. Notre PDG a demandé à ce qu'il y ait pas quelques produits, mais des gammes complètes qui s'appuient sur ce principe d'inclusivité. Si tous les fabricants d'ustensiles, de produits maintiennent compte de tout ça, tout produit sera accessible par le grand public. On voit bien à travers cette vidéo la force, l'originalité de ce projet qui s'est monté. On va en discuter vraiment en plusieurs temps avec au début des ateliers menés chez SEB autour de différents appareils, ustensiles de cuisine pour essayer de comprendre un peu les difficultés rencontrées, puis aussi in situ chez des personnes dans des foyers, des aménagements que vous avez là aussi testés in situ qui ont permis d'illustrer un certain nombre de points de difficulté, notamment vous me disiez le temps de préparation, d'épluchage. C'est des moments compliqués, c'est le moment d'entrer dans la phase de cuisine en plus de ça. Donc c'est des endroits où il faut peut-être être plus vigilant et puis on peut aussi trouver des solutions. Ce n'est pas un livre de solutions, mais il y en a aussi. Des boutons crantés, c'est quelque chose d'important. Faciliter la simplification des gestes qu'on va avoir dans la cuisine pour permettre à tout à chacun, dans quelque situation de vulnérabilité qu'il soit, de pouvoir les porter. Et à l'arrivée, on a Diane là avec nous, ce Good Design Book qui est... alors, est-ce qu'on peut le voir? Ouais. Voilà, on le voit. Non, regarde, voilà. Good Design Playbook, et qui porte bien son nom et qui a été... qui est disponible en ligne et qui est vraiment un ouvrage inspirant. Et qui est, et c'est là où l'histoire est sublime, c'est qu'elle a même permis à SEB, qui au début avait quelques actions, aujourd'hui le handicap c'est un des piliers de la démarche RSE du groupe SEB. Il y a cette gamme Includéo qui a été annoncée, un grille-pain, un four, une cafetière adaptée véritablement qui se met en place. Vous êtes des pionniers en la matière et c'est important de le souligner. Peut-être une question à vous deux, parce que ce qui est assez particulier, c'est que c'est né de quelques énergies de gens très inspirés, très engagés sur ce sujet-là. Petite émulation, entre guillemets, mais pour de grosses maisons que sont l'APF d'un côté, SEB de l'autre. Comment est-ce que vous avez acculturé ces grosses organisations pour qu'elles vous suivent, pour qu'elles s'engagent dans cette démarche-là? Parce qu'au début, ça peut faire peur. C'est tellement novateur, et chez SEB et au sein de l'APF. Comment vous avez porté le projet au sein de vos structures, je dirais? Alors, on l'a fait sur certaines phases ensemble avec Colin et ensuite un petit peu indépendamment selon la culture de nos entreprises et les rythmes et les structurations de nos organisations. Mais globalement, en fait, la diffusion, elle s'est fait surtout à différents endroits, à différents moments du projet. Et vraiment pour au final embarquer un peu tout le monde de manière transverse. Donc ça a pu se faire sous forme tout simplement d'ateliers d'immersion auprès des collaborateurs du groupe SEB, en tout cas pour tester nos propres produits avec des simulateurs de handicap pour prendre conscience du sujet déjà, de suivre les avancées de cette démarche qui était expérimentale au départ, et d'avancer avec des conférences pour diffuser, pour
pour discuter, échanger à différentes dates. Et surtout permettre en fait à tous ceux qui le voulaient en interne d'intégrer ce projet, s'ils le voulaient à différents moments, dans des étapes clés. Ça pouvait être dans des séances d'observation, d'immersion, des tests d'usage, des ateliers de co-création, etc. Donc il y a eu vraiment cet enjeu-là de diffusion, mais aussi d'un point de vue des décideurs et d'embarquer aussi différentes phases de décision pour jusqu'à intégrer en fait l'inclusion dans les piliers du développement durable du groupe. Oui, je rajouterais que au-delà de cet aspect événementiel qui vient jalonner le projet que tu soulignais, Kenza, je crois qu'on a eu à cœur de créer un noyau équipe qui avait entre autres pour mission d'animer une véritable communauté en fait, de personnes impliquées dans ce projet dans différentes organisations, que ce soit des bénévoles, des salariés, des associations partenaires aussi, parties prenantes qu'on a pu associer sur le bassin lyonnais. Et je pense que tout ce petit monde avait le sentiment de construire ensemble un objet qui était le Good Design Playbook, qui finalement permettait de faire un pas de côté par rapport à effectivement ces grandes maisons que sont le groupe SEB et APF France Handicap. Vous avez posé une très belle initiative et ça, on a plusieurs messages qui nous le disent, où l'on voit concrètement la place du design. Comment ont été recrutées les personnes handicapées qui ont fait partie des groupes de réflexion ? Alors, elles ont été associées pendant l'année et demie du projet, avec un gros travail notamment au démarrage de ce projet en 2019, quand il fallait construire cette fameuse communauté, à travers des appels à participation qui ont été diffusés autant dans les services, établissements ou délégations d'APF France Handicap qu'auprès d'associations partenaires et peut-être plus spécialisées. Je pense à Odinéo, par exemple, sur Lyon. Ou à l'association des dyspraxiques, qui ont permis de constituer un panel assez représentatif d'une quarantaine de personnes qui ont pu suivre pendant 1 an et demi l'ensemble des différentes étapes du projet. Diane, je vois une question pour vous. Non, ce que je trouve très intéressant avec ce projet, c'est qu'il a une double ambition. À la fois une dimension bien évidemment pratico-pratique avec une réflexion sur nos usages du quotidien. Par exemple, comment adapter la poêle, la bouilloire, etc. Et en même temps, c'est un projet qui finalement apporte un éclairage sur l'état de l'art, sur la question en tout cas du design, comment il est mobilisé, à quel escient, pour quelle fonctionnalité, quelle opérationnalité. Et c'est finalement, je trouve, dans ce projet, on sent vraiment qu'il y a une vraie réflexion sur le design inclusif et surtout le design universel, je dirais. Voilà, c'était juste pour rebondir. Je compléterai parce que c'est important. L'idée, c'est aussi d'adresser, de sensibiliser à la fois les industriels, mais aussi ceux qui sont les hébergeurs, qui conçoivent ces cuisines, notamment, puisque c'est cet espace-là. Est-ce que vous avez eu des retours de leur part, des contacts avec eux, notamment, et c'est une question qui revient là aussi en ligne, à travers les réseaux APF, est-ce que vous avez des retours, des sensibilisations de ces hébergeurs, bailleurs, sur l'adaptation qu'ils peuvent faire de ce Good Design Book? Ouais, je me demandais si c'était pas plutôt pour APF. En tout cas, de notre côté, nous, groupe SEB, on a eu pas mal de retours, ce qui est assez... Enfin, c'était dans... Le but de finaliser toute cette expérimentation, ces connaissances et cette pratique du design en tant que guide transverse. Le but, c'était de se dire, voilà, on commence sur la cuisine, mais ça peut être de l'ordre de la signalétique, de l'espace, du produit, du service, peu importe le secteur. Et donc, on a eu pas mal de retours d'autres secteurs aussi. Alors, ça a pu être des personnes individuellement qui nous ont contactés
contacter un Colin et moi, ou alors nos groupes respectifs, et en tout cas avoir des retours pour pouvoir continuer à alimenter ce sujet, en fait, à l'actualiser et aller plus loin, et notamment avec les écoles. Colin aura peut-être d'autres exemples, mais de mon côté, ça sert énormément aussi dans le domaine pédagogique pour pouvoir actualiser le sujet et le mettre en pratique. Oui, et avant que Colin complète, remarque, parce que ça ira dans le sens, il faut impérativement ne pas avoir de surcoût de compensation spécifique, car trop souvent, ce n'est pas pris en compte dans la PCH. Ce qui, du coup, complète, j'imagine, la réponse que vous pourrez faire. Alors, il faut bien avoir en tête que l'esprit de ce Good Design Playbook que j'ai entre les mains et qui, pour rappel, est librement accessible en ligne. Vous le retrouvez en version française et anglaise sur les sites du SEB et d'APF France Handicap. Ce Good Design Playbook, il est destiné à être diffusé très largement. Et en ce qui nous concerne à APF France Handicap, ça a notamment donné comme suite des collaborations qui se multiplient aujourd'hui d'APF France Handicap avec d'autres entreprises et groupes à travers le territoire national qui souhaitent entamer une démarche de design inclusif du même ordre. Je pense que pour Kenza et moi, le Good Design Playbook, c'est une première pierre de quelque chose qu'on espère bien voir prolonger, alimenter, développer dans les prochaines années par qui voudra bien s'en emparer. Alors, dernier petit point, hein, ce Good Design Playbook, il y a une question, c'est à quand une version en français? C'est un titre anglais, mais c'est en français à l'intérieur. Donc, la version en français, elle est là, elle est disponible en ligne. Et franchement, ça vaut le coup, ça vaut le clic, comme on dit, et ça vaut le coup d'œil. Merci à vous deux en tout cas. On vous retrouvera peut-être tout à l'heure pour quelques autres questions et remarques. On va passer à un deuxième exemple tout de suite, un autre projet inclusif conduit en milieu ordinaire avec l'appui d'une démarche design. Il s'agit d'ateliers qui ont été proposés à des enfants et des associations bénévoles associés à des jeunes en situation de handicap. C'est un atelier porté par le Conseil départemental de la Haute-Garonne dans une démarche d'inclusion totale, très innovante aussi pour un conseil départemental, on le soulignera. Pour en parler, on a le promoteur, le porteur de cette initiative, c'est Pierre Sucmela qui est avec nous, directeur général délégué autonomie au conseil départemental de la Haute-Garonne, qui a beaucoup travaillé, beaucoup écrit aussi sur ces sujets-là. Et on va en parler, mais je vous laisse la parole, 3 minutes pour nous donner l'aperçu de cette belle initiative. Parfait, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous pour vous parler de ce projet de manière synthétique. L'inclusion, c'est aussi la socialisation, la présence à la participation. Alors, je suis celui qui est en charge de vous présenter ce projet et en effet, j'étais à l'origine de ce projet, mais c'est véritablement un collectif qui l'a mené, à commencer par son chef de projet, Maxime Dolé, qui est cadre à la MDPH, et Gaël Guillou, qui est le designer qui a coordonné tout le projet et rassembler toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Alors, au départ de ce projet, le repérage d'un besoin qu'on a vu au niveau du conseil départemental et de la MDPH, on s'intéresse beaucoup aux besoins physiologiques, aux besoins de sécurité. Hein, ça fait partie du cœur de nos missions à nous, institutions telles que le conseil départemental et le droit veillent à cela. Mais on s'est posé la question de se dire que si on voulait véritablement être inclusif, il fallait qu'on aille plus loin et qu'on vise les autres besoins, et notamment le besoin de socialisation. Or, quand on y pense, les questions de socialisation, elles se font en général de manière naturelle pour les personnes au profil classique. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour des personnes qui n'ont pas l'usage de la parole, qui ont des troubles du comportement? Voilà, comment ça peut se passer? Est-ce qu'ils ont des limitations telles que la socialisation est nécessairement compliquée et on s'en tient là? Ou bien est-ce qu'on se dit, eh bien, en tant que conseil départemental, est-ce qu'on ne peut pas être dans une logique inclusive d'adaptation de la société aux besoins des personnes, se dire aussi que sur la socialisation, on peut faire quelque chose en organisant les conditions d'être ensemble pour pouvoir véritablement favoriser la socialisation de tous et des personnes qui, en général, ont plus de difficultés sur la socialisation. D'où notre projet, dans cette logique donc d'innovation, de tenter et d'expérimenter. Et je remercie vivement la CNSA qui nous a permis véritablement, pour un conseil départemental, de se lancer. Et la CNSA a beaucoup soutenu ce projet. Donc, tout l'enjeu pour nous dans ce projet était de se poser la question comment adapter les conditions d'une activité de loisir
pour permettre la socialisation des personnes et faire en sorte qu'au même endroit, au même moment, des personnes au profil classique et des personnes en situation de handicap avec des situations de handicap assez complexes puissent vivre la même activité et de ce fait favoriser la socialisation. Et c'est là où on a pensé, quand on a vu l'appel à projet d'innovation par le design, on s'est dit le design de service qu'on avait déjà expérimenté par ailleurs nous permettrait certainement de tenter cette expérimentation. Alors concrètement, donc le cabinet Les Boulders a déployé toute une série de phases classiques dans le design de service, une logique de co-construction, de prototypage. Et puis, on a abouti avec les familles participantes, avec les acteurs participants, à l'idée qu'on allait se lancer dans une expérimentation sur plusieurs semaines d'ateliers photo avec des groupes des 6-11 ans et des 12-16 ans, au total très jeunes, la moitié avec le profil tout à fait ordinaire et classique, et l'autre moitié avec des troubles du comportement ou une difficulté de parole en général de manière associée, voire des déficiences intellectuelles, enfin voilà, des situations pour lesquelles on pense moins en général à la socialisation, et c'est là où on s'est dit qu'il fallait absolument pouvoir s'engager. Et donc on a mené plusieurs samedis de suite ces ateliers en essayant d'organiser les conditions pour qu'il y ait ces activités qui soient menées ensemble. Derrière, l'enjeu était de pouvoir assurer aussi des livrables qui permettent de déployer l'expérimentation si elle était concluante. On considère qu'elle est concluante et on a 2 livrables qui vont nous permettre d'aller dans ce sens-là. Un premier livrable qui est un kit de déploiement et qui permet de tirer toutes les bonnes pratiques et les conclusions de cette expérimentation pour qu'elle soit reproductible. Et le conseil départemental a décidé cette année 2022 de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour déployer le même type d'activité sur tout le territoire de la Haute-Garonne. Donc, vous voyez qu'on en tire une conclusion très positive. Et l'autre livrable, c'était aussi, on s'est engagé à restituer le projet sur une logique de bande dessinée et donc de pouvoir faire en sorte qu'on ait comme ça une trace écrite sur tout le déroulé des ateliers et aussi une possibilité de sensibiliser au handicap puisque l'idée, ça va être de diffuser cette BD auprès des collégiens. Donc, vous voyez, on a fait une restitution de l'expérimentation avec un stage de photographie pour vous donner un peu un aperçu. Et puis ensuite, nos 2 livrables, le kit de déploiement et ensuite la bande dessinée, donc qui se sont vraiment inspirés de l'atelier et avec cette volonté de montrer à la fois les difficultés qui ont pu avoir lieu au cours de l'atelier et aussi les points positifs pour également donner envie aux collégiens de pouvoir participer aux ateliers du même type qu'on va essayer de développer en Haute-Garonne en cette année 2022. Merci à vous. On voit la couverture de cette BD. L'auteur de BD, d'ailleurs, a accompagné véritablement l'ensemble du projet. Il a été là tout le temps pour créer cette BD atypique qui est pas l'histoire du projet, mais une histoire justement inspirée du projet d'inclusion, de coopération entre des enfants avec et sans handicap. Donc c'est très beau. Une petite question peut-être en complément, parce que l'idée, et vous le dites, c'est vraiment inverser le paradigme. C'est pas faire un projet médico-social dans lequel on va essayer d'intégrer des personnes bénévoles, etc. C'est de faire un projet plus en milieu ordinaire, je dirais, et puis de mettre dedans véritablement des personnes en situation de handicap, de créer des vrais binômes, des vrais partages. Cette expérience de photo, l'idée, c'est qu'elle soit autant désirée et partagée et vécue par les enfants bénévoles que les enfants en situation de handicap. Chacun vient y trouver pleinement son bonheur d'une certaine manière. Et il y a derrière cette expérience-là l'idée, vous l'avez dit à la fin, d'un appel à projet que vous allez soutenir pour que d'autres expériences de ce type-là puissent se développer au niveau de la Haute-Garonne. Vous allez contribuer à les financer. Une question néanmoins, parce que ce nouvel appel à projet, vous le réservez à des associations, mais qui ne sont pas des associations du médico-social. Vous voulez des associations plus de milieu ordinaire. Pourquoi cela? Et du coup, quel rôle les professionnels du secteur médico-social ont-ils à avoir? Quelle place ont-ils dans ce type d'initiative, dans ce type de projet? Merci beaucoup d'avoir insisté sur
tout l'enjeu du projet qui était absolument de ne pas faire en sorte que des jeunes au profil classique viennent pour rendre service ou par charité en accompagnement d'autres jeunes. Vraiment, l'idée, c'était que ces jeunes puissent venir pour l'activité elle-même, qu'ils y trouvent leur compte directement dans l'activité de photographie et qu'à cette occasion-là, ils partagent des choses avec d'autres jeunes et que c'est ces conditions-là qui doivent permettre la socialisation. C'est le pari qu'on faisait et on pense vraiment du coup qu'il faut approfondir dans ce sens. Alors c'est vrai que ça vient poser la question de ce rapport au secteur spécialisé et d'ailleurs on a rencontrer cette difficulté parce que on peut même avec la meilleure volonté du monde, on peut pas s'improviser comme ça au niveau des adaptations très facilement et on l'a vu au niveau des photographes qui avaient été retenus, ils étaient 2, mais c'est vrai qu'ils ont été happés par certaines situations avec une excellente volonté et une fois de plus la bonne volonté ne suffit pas et c'est là où on a besoin aussi d'une expertise qu'on va pouvoir trouver dans le milieu spécialisé. Toute l'idée, c'est d'arriver à bien être dans le milieu ordinaire, être pleinement dans une logique inclusive, mais comme on le dit en Haute-Garonne, l'idée, c'est pas quand on déploie une action inclusive, d'être contre le secteur médico-social, mais c'est bien de s'appuyer contre le secteur médico-social pour réussir une véritable inclusion. Et donc, on va faire en sorte qu'au niveau de notre appel à manifestation d'intérêt, où il y aura un financement prévu par le conseil départemental pour justement adapter des activités tout à fait habituelles et classiques, mais les adapter en même temps, donc ça demande du temps supplémentaire, du temps humain, une présence supplémentaire, que ce surcoût-là soit financé par le conseil départemental pour permettre de réaliser l'activité en même temps pour tous. Et à cette occasion-là, c'est vrai qu'on vise les associations du milieu ordinaire, pas les associations spécialisées, mais on va faire en sorte que les associations du milieu ordinaire qui répondent positivement à l'appel à manifestation d'intérêt puissent justement tendre vers des relations plus approfondies avec le secteur spécialisé et faire en sorte justement que ces deux mondes se rencontrent bien pour accompagner le mieux possible les personnes, puisque là on était parti sur un public de jeunes, mais notre idée c'est pas de se cantonner uniquement à cette tranche d'âge et faire en sorte que l'accompagnement des personnes soit le plus réussi possible en milieu ordinaire. Question parce que l'initiative intéresse chez nos auditeurs connectés, téléspectateurs connectés. La BD est-elle en vente ? Alors, la BD n'est pas en vente en tant que telle. Hein. Elle n'a pas fait l'objet d'une édition classique au niveau d'un éditeur, mais on la mettra en fait à disposition pour qu'elle puisse être utilisée au-delà de la Haute-Garonne, puisque l'idée n'est pas de le cantonner uniquement au territoire. Pour l'instant, elle n'est pas encore rendue publique parce que justement, on va la diffuser dans les collèges pour marquer un peu les choses, essayer de sensibiliser les jeunes collégiens, notamment le collège étant une des compétences du conseil départemental, à la différence et au handicap, hein, à toutes les singularités. Et dans le même temps, faire en sorte qu'aussi ils veuillent participer à des activités du même type, puisque ce sera aussi concomitant avec le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt. Et donc, je retiens du coup l'intérêt pour la BD et j'en suis ravi. Et on la mettra en fait en ligne pour pouvoir la rendre accessible à tous. Alors, et dernier point, alors là je répondrai moi-même, où ont lieu ces ateliers de photos? Vous les avez organisés dans une salle du conseil départemental, hein. Vous avez aménagé une salle directement au conseil départemental et d'ailleurs les parents étaient dans une salle à côté, donc pouvaient être présents pour être assurés sans non plus être interférents, ce qui peut aussi être la difficulté de ce genre de projet. Démarche juste et adaptée, on nous dit, le médico-social doit se mettre au service des usagers et du milieu ordinaire. Nous devons mettre à disposition nos moyens pour soutenir ces actions. Voilà, encore un beau plébiscite. Merci à vous, Pierre Sucmela, pour cette initiative-là. On va continuer notre déroulé et notre voyage dans ces beaux projets avec deux autres projets qui travaillent sur l'inclusion. Au niveau, là, dans le cadre de projets d'établissement, c'est le cadre pour l'association Messidor. C'est une association qui a été créée en 1975, basée à Lyon. La structure s'est spécialisée dans la réadaptation par le travail des personnes en situation de handicap psychique. C'est 1400 personnes qui sont accompagnées chaque année pour renforcer le pouvoir d'agir des personnes concernées. Messidor s'est associé au bureau studio de design, le Bureau des Possibles, pour concevoir
un outil compagnon numérique d'auto-évaluation des activités, des performances des utilisateurs. Pour en parler, on a avec nous le binôme gagnant de ce beau projet, c'est Margot Germain. Elle est responsable de l'innovation, du développement et des ressources chez Messidor. Bonjour Margot Germain, vous nous entendez? Je vous entends, bonjour à tous. Et Yves Armel Martin, dirigeant de l'agence, le Bureau des Possibles est avec nous. Est-ce que possiblement Yves Armel Martin nous entend? Oui, je suis là, oui, bonjour. Bonjour. Alors je vous laisse à vous deux nous présenter rapidement dans ces quelques minutes que nous avons ce beau projet. Merci. Très bien. Alors pour commencer, juste pour revenir un petit peu sur Messidor. Donc Messidor, c'est une association qui a été créée en 1975 et qui a la spécificité de s'attacher à favoriser le rétablissement des personnes en situation de handicap psychique en s'appuyant sur le travail comme un support de rétablissement. Et donc tout notre propos dans le cadre de la démarche de design, comme je l'expliquerai après, c'était bien de renforcer cette démarche de rétablissement, donc de pouvoir agir de la part des personnes que nous accompagnons. Tu veux que je me présente, Margot? Ouais, donc moi, je suis Yves Armel Martin, je dirige le Bureau des Possibles. Donc, on est une agence lyonnaise qui associe design de service et intelligence collective. Okay, alors peut-être, du coup, je continue peut-être sur la problématique avant qu'on vous présente la réalisation. En fait, sur ce sujet, on avait deux principales problématiques. Une première, c'est un objectif d'outils, où il s'agissait de trouver des solutions pour soutenir, en gros, pour renforcer la méthodologie de transition qui était à l'œuvre à Messidor, afin de renforcer ce pouvoir d'agir. Donc là, ce sont des outils très pratiques dans le process d'accompagnement. Et en fait, plus secondairement, il y avait un objectif méthode qu'il s'agissait de diffuser au sein des équipes de Messidor de nouvelles méthodes de travail qui soient axées sur la participation de tous et donc que la manière de faire cet outil finalement soit modélisant pour apprendre à travailler ensemble autrement. Alors, je te passe la parole pour présenter le résultat peut-être, un des projets. Oui. Donc voilà, le projet phare qui a résulté de cette démarche de design social, c'est un outil compagnon sous forme d'application mobile avec le propos, comme je disais en introduction, de pouvoir renforcer le pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap psychique que nous accompagnons. Donc c'est une application qu'on a appelée VeriAppli suite à un petit concours interne. Le fondateur de Messidor s'appelant Vincent Véry. Et c'est une application qui permet aux personnes que nous accompagnons de renseigner des objectifs qu'elles peuvent définir elles-mêmes ou avec leurs encadrants et également de suivre la réalisation d'autres objectifs thématiques pré-calibrés au sein de l'application. L'idée étant que ce soit vraiment à la main de la personne accompagnée et qu'elle puisse s'évaluer sur sa motivation et sa capacité à atteindre un certain nombre d'objectifs liés à son rétablissement dans le cadre de son parcours par le travail, avec la possibilité d'extraire les résultats intégrés dans cette application pour les transmettre à leurs encadrants si elles le souhaitent, pour en faire un support d'échange, puisque l'un des constats initiaux était que les personnes que nous accompagnons ont parfois un manque de recul positif notamment positif sur leur vécu, et donc de pouvoir avoir ce petit suivi qu'elles renseignent très régulièrement leur permet de nourrir ensuite l'échange avec leurs encadrants pour continuer à construire leur projet professionnel avec les axes sur lesquels il faut qu'elles continuent à travailler. Voilà un petit peu pour l'application. Et donc voilà, comme l'introduisait Monsieur de Closet tout à l'heure, il y a également eu d'autres projets qui nous ont permis aussi de mieux nous approprier la méthodologie de design social, mais peut-être nous y reviendrons dans les questions qui nous seront posées. Merci à vous, merci beaucoup pour ce beau projet. C'est un bel outil, c'est un outil qui a je dirais presque une belle sobriété.
Parce que pour travailler sur l'auto-évaluation dans le champ du handicap psychique, l'ambition est importante, la reconnaissance et la valorisation est un enjeu majeur. Et vous avez su faire un outil compagnon, c'est-à-dire un outil véritablement construit sur des fonctionnalités simples, accessibles, quotidiennes, qui vont certainement s'améliorer au fur et à mesure du temps. Deux petits points par rapport à ça, peut-être en complément, et on prendra là aussi les questions qui arrivent. C'est un outil d'auto-évaluation. Et là encore, comme dans le précédent sujet, se pose la place des professionnels qui vont accompagner justement les usagers dans le quotidien. Comment est-ce qu'eux vivent et accompagnent cet outil-là, cet outil compagnon puisqu'ils ont aussi une charge, pas forcément d'évaluation, mais d'appréciation aussi des réalisations, des actions menées par les résidents, par les usagers. Est-ce qu'ils ont eu des résistances? Comment ils se sont appropriés cet outil-là? Ouais, il faut savoir que dans la méthodologie Messidor, le principe de l'auto-évaluation est permanent. Donc, à travers des grilles, alors qui à ce jour n'étaient pas numériques, mais les personnes sont toujours invitées à s'auto-évaluer. L'encadrant évalue la personne sur les mêmes critères et ensuite, ce sont des axes d'échange en fait pour continuer à accompagner la personne là où elle en ressent le plus de besoin. Donc, l'auto-évaluation est vraiment inhérente à notre méthodologie. Là où on apporte quelque chose de différent avec cette application, c'est l'aspect numérique. Et là, en effet, ça a pu créer des freins, notamment de la part des encadrants, puisque comme tout rapport au numérique, voilà, l'humain se demande toujours quelle est sa plus-value. Et donc, voilà, des freins ont dû être levés pour se dire que voilà, c'était un outil complémentaire qui venait enrichir la méthode, qui venait aussi placer dans les mains de la personne accompagnée un outil, alors que jusqu'alors, c'est plutôt voilà, des papiers que l'encadrant apporte, on le fait remplir à la personne, et bon, parfois elle repart avec, mais il est possible qu'elle les égare, et puis parfois elle repart même pas avec, donc elle n'a pas forcément de traces. Donc c'est repositionner aussi les choses en redonnant plus de place à la personne dans notre méthodologie d'accompagnement, mais ça nécessite un accompagnement fort des professionnels, tant vis-à-vis des freins au numérique que des freins au changement. Question, cet outil a-t-il fait l'objet lui-même d'une évaluation sur la manière dont il est reçu? Peut-être que Ibermel, tu peux parler des phases de tests qui ont été réalisées. En fait, il y a eu tout au long du process, il y a eu des process d'évaluation, puisqu'en fait, on est passé sur toute une série d'itérations où en fait, on a co-construit avec les usagers, notamment les personnes accompagnées et les encadrants, l'interface, le prototypage, et puis les parties en test. Et au fur et à mesure des tests, les différentes versions du projet, à chaque fois, on fait l'objet de retours, d'évaluations qui ont été intégrés. Et même encore maintenant, on sait que le produit doit encore évoluer, d'une part sur les contenus, pour que les questions, les outils d'auto-évaluation soient au plus proche des pratiques des professionnels de l'association. Donc il faut faire évoluer ça encore, on le voit. Et puis on le voit aussi à l'usage que le problème d'un outil comme ça, c'est qu'il fonctionne dans la durée. C'est qu'il faut garder donc un engagement des personnes et qu'au-delà de l'effet ah oui, j'ai un nouvel outil, je suis content d'utiliser, comment le faire rentrer dans des rituels qui durent sans s'user. Et là, ça demande encore probablement de faire évoluer cet outil encore dans le temps. Il y a une question très simple, mais elle est importante. Serait-il possible d'avoir une idée des dimensions qui sont auto-évaluées? Et notamment, vous me parliez de la question des horaires et de la ponctualité, qui est un enjeu intéressant par rapport à ça. Oui, bien sûr. Alors, je dis en introduction que l'application, elle est téléchargeable par tout le monde déjà sur le Play Store et l'Apple Store. Et pour revenir sur les thématiques, donc par exemple, on a une thématique qui s'appelle « Je prends soin de moi », une thématique qui s'appelle « Je vais mieux à ma façon », « J'entretiens de bonnes relations avec les autres »,« J'organise mon quotidien »,« Je construis mon parcours vers le marché du travail »,« Je m'épanouis dans mon poste ».
Et puis, on avait aussi développé une thématique spécifique au confinement, puisqu'on a lancé l'application 15 jours avant le confinement. Et donc, on avait développé une thématique aussi spécifique à ça, parce qu'on sait à quel point l'isolement peut être difficile pour tout un chacun. Et donc, on avait développé des choses pour que les gens puissent répondre à des questions liées à la façon dont ils vivaient ce confinement. Dernier petit point, et ça rejoint une remarque qui est faite en disant, alors il faut que je retrouve bien évidemment, la vertu de l'outil est peut-être de sortir de la relation duelle et d'une forme de dépendance ou de relation asymétrique entre usagers et accompagnateurs. Dans quelle mesure cette approche design qui a été expérimentée sur cet outil-là, elle peut avoir une portée plus importante pour vous, pour Messidor, pour vous accompagner. Je sais que vous avez formé un certain nombre de personnes à l'approche design, vous travaillez dessus sur votre projet d'établissement à l'horizon 2050. C'est aussi, on dit, un changement de paradigme. La formule est un peu galvaudée, mais néanmoins. Oui, complètement. C'est vrai que déjà dans le cadre de l'accompagnement du Bureau des possibles, on a eu des phases d'appropriation de la méthodologie qui ont été vraiment très intéressantes parce qu'elles sont très compatibles avec le projet social et la philosophie de Messidor. Et depuis, on a 15 salariés qui ont été formés aux méthodes de design social et on voit que ça infuse vraiment dans l'association. On a dû réécrire nos projets d'établissement sur l'année 2021. Et par exemple, cette méthode a vraiment été utilisée pour associer l'ensemble des parties prenantes, donc aussi bien tous les encadrants qu'également des personnes accompagnées. Donc voilà, on voit qu'on s'approprie progressivement cette méthodologie-là et que tous les outils viennent enrichir une philosophie historique de l'association. Alors, pouvez-vous rappeler le nom de l'association, de l'application, s'il vous plaît, nous demande-t-on en ligne? La Véli Appli avec 2 R, V-E-2-R-Y Appli. Merci beaucoup à vous. Étienne Petit-Mangeant est toujours avec nous, qui nous écoute. On va regarder le dernier projet, puis on reviendra avec lui, en tirer les conclusions et avoir aussi son regard sur ces belles expériences. Dernier projet de cette session, il nous emmène dans le Nord, dans les Hauts-de-France. C'est une association, une structure d'accompagnement, l'ADAPT Hauts-de-France, qui le porte. Une structure, une association nationale qui compte une dizaine d'établissements dans les Hauts-de-France, dont plusieurs qui sont dédiés à l'accompagnement des publics jeunes en situation de handicap. C'est notamment le cas de l'IEM de Cambrai où un certain nombre de jeunes vont occuper dès l'année prochaine des logements indépendants en milieu ordinaire pour favoriser la familiarisation avec l'environnement de leur quartier. L'association a engagé une démarche de design associée à l'agence Osiris Santé, structure qui travaille depuis longtemps sur l'amélioration des parcours de santé. C'est cette démarche originale et le projet de parrainage non moins innovant qui en est sorti, que vont nous présenter nos 2 dernières intervenantes de la journée. Lucie Combaz, designer chargée de projet chez Osiris Santé. Bonjour. Bonjour. Et Delphine Diot, directrice de l'ADAPT Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour. La parole est à vous. Alors, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si les slides peuvent s'afficher. Parfait. Bonjour à tous. Donc, en effet, je suis Lucie Combaz, chargée de projet et designer de service chez Osiris Santé. Et je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui le projet À Demain, que nous avons co-créé avec l'association l'ADAPT des Hauts-de-France, l'IEM de Cambrai, qui est en effet représentée aujourd'hui par sa directrice Delphine Diot. Et notre projet commun soutient et facilite l'inclusion de jeunes en situation de handicap au sein de 13 studios qui ont été implantés en cœur de ville. Donc, on va vous présenter rapidement en quoi ce projet consiste et vous n'hésiterez surtout pas à la fin à nous poser toutes vos questions. Donc, alors, Shana, qui a 17 ans, elle est interne à l'IEM de Cambrai, classiquement. Elle rêve d'une vie autonome. Elle ne souhaite plus s'inscrire dans un parcours d'institutionnalisation après un parcours de scolarisation avec nos services en milieu ordinaire. Elle a pu exprimer des craintes et on sait qu'avec sa famille, là aussi, qui trouve anxiogène ces parcours plus inclusifs. Et c'est aussi un challenge pour nos structures d'être complètement inclus dans un quartier, dans un autre environnement que celui connu habituellement. Donc pour cela, nous avons créé le réseau À Demain, qui est un projet humain et également collaboratif
qui prend la forme finalement d'un programme de parrainage entre les jeunes en situation de handicap qui intègrent les studios en cœur de ville et les habitants du quartier. Donc c'est en quelque sorte un programme tremplin de quelques semaines qui permet à Chana, mais aussi aux autres jeunes des studios, de se familiariser avec le quartier, avec leur nouvel environnement, pour y résider en confiance et surtout être en lien avec les habitants du quartier, leurs nouveaux voisins finalement. Alors, il y a une première rencontre qui a été organisée dans la phase expérimentale entre des parrains et des jeunes. Donc là, Dorine, marraine de Chana, elles ont matché toutes les deux. Elles ont échangé autour d'un verre, on voit, dans un commerce du quartier, pour pouvoir échanger sur leurs centres d'intérêt mutuels, leurs intérêts, leurs pratiques, leurs centres de loisirs. Et du coup, Dorine, la marraine, a proposé à Chana d'aller découvrir le quartier, la ville, de voir ce qui s'y trouvait, l'a accompagnée. En fait, elle a joué un rôle de facilitateur. Elle l'a accompagnée rencontrer d'autres jeunes dans le centre social du quartier. Et ça a permis ainsi de lever les préjugés mutuels, autant chez Chana qui avait peur de se présenter spontanément et autant pour Dorine d'aider à lever les préjugés sans pour autant connaître le handicap. Le fonctionnement et l'animation de ce réseau, il est un peu particulier, on va dire. Il est assuré grâce à l'organisation un peu spécifique de l'ensemble des parties prenantes. C'est un modèle organisationnel où les responsabilités sont bien réparties entre les acteurs. Et les jeunes font également partie de ce modèle organisationnel et du développement de l'animation du réseau. Et donc, ils ont le même pouvoir décisionnel que les autres. Ce projet, ce réseau, finalement, il a été co-construit pendant une année avec les acteurs du territoire, donc les habitants, les structures, les professionnels de l'ADAPT, les familles et bien sûr les jeunes eux-mêmes. Donc, ils ont pu créer une solution ensemble qui répond à leurs besoins et également à leurs contraintes respectives. Et finalement, c'est une démarche qui a permis également de structurer, de fédérer et de pérenniser la mise en œuvre de ce réseau d'acteurs grâce donc aux méthodes du design thinking qui étaient totalement nouvelles pour la grande majorité des parties prenantes. Et ça a également permis, mais Delphine l'a un petit peu expliqué, mais déjà à tous ces acteurs de se rencontrer et surtout d'évoluer un petit peu dans leurs a priori respectifs, que ce soit face au milieu du handicap ou face au milieu ordinaire. Donc l'ambition du projet, elle est de deux ordres. C'est que chaque jeune qui veut s'engager dans la pédagogie de la vie autonome, qui sera le programme de formation des studios en cœur de ville, permette de trouver un parrain pour un jeune qui l'accompagne, qui l'accueille dans les premières semaines de son intégration dans le quartier, dans son studio. Et d'être un modèle duplicable, c'est-à-dire une solution qui pourra être proposée au déploiement de cette pédagogie de la vie autonome que porte l'ADAPT au niveau des 10 régions dans lesquelles elle est implantée. Programme pédagogique qui est à la fois porté par tous les établissements et services de l'ADAPT pour être vraiment plus inclusif, mais aussi que l'on déploie auprès de tous les autres partenaires qui sont intéressés par le sujet. Donc, cette solution de communauté d'habitants et de parrains pourra être un module complémentaire au programme pédagogique. C'est également une autre ambition qui est celle d'une réelle citoyenneté pour ces adolescents, ces jeunes adultes qui, grâce à leur contribution et à leur vie et à ce partenariat, permettront de continuer à développer une société, nous l'espérons tous, plus inclusive. Voilà pour cette présentation très rapide et on est ouvert à vos questions. Merci beaucoup, merci pour ce beau projet avec cette nouvelle figure, si je puis dire, qui peut arriver, qui est cette figure du parrain, qui n'est ni un professionnel ni un aidant. Vous le qualifiez souvent de bon voisin et je trouve que c'est une jolie formule. Comment est-ce qu'au final vous définiriez sa place dans l'environnement d'accompagnement des jeunes? Et comment assurez-vous qu'ils sont véritablement bien formés aux problématiques du handicap? Parce que ce ne seront pas des professionnels, mais en même temps, ils se retrouvent dans l'accompagnement de situations assez spécifiques. Voilà. C'était un souhait, hein, j'allais dire, c'est le troisième pilier de l'accompagnement. On a le parent qui est l'aidant naturel, tout l'environnement familier du jeune qui est habituel. Il y a le professionnel qui va être le spécialiste du handicap. Et là, on a le parrain qui est un habitant du quartier qui, lui, connaît le quartier, son environnement. Et c'est hyper important si on veut parler d'inclusion. Lui, son rôle, c'est vraiment d'aider à déployer toute la partie réseau, partenariat, au-delà
du milieu spécialisé, parce que c'est ce qui fait vraiment peur au public qui n'est pas habitué forcément à aller dans le milieu ordinaire, c'est d'aller vers. Donc ce rôle de parrain, c'est un facilitateur. Alors comment on va effectivement éviter qu'ils puissent ne pas s'associer complètement et être à côté des questions du handicap? L'équipe professionnelle va être là en aide, en soutien. Il y aura des rencontres avec les aidants familiaux, il y aura des rencontres avec les professionnels. Et puis on a déjà des bénévoles dans un réseau des réussites sur le territoire qui travaillent à la sensibilisation du grand public avec un outil de handi-mallette, de sensibilisation. Il y aura des temps d'échange et de partage. Donc, il y a le risque, ça sera aussi de l'auto-alimentation mutuelle entre l'ensemble de cette communauté qui s'enrichira les uns les autres du spécialisé et du milieu ordinaire. Diane avait une question pour vous. Vous indiquiez dans le rapport finalement que la solution retenue, elle ne répondait pas tout à fait, bien qu'elle apportait quand même des grosses réponses et en tout cas des pistes très intéressantes. En tout cas, elle ne répondait pas tout à fait au souhait d'empowerment des personnes de l'ESMS. Et donc, selon vous, c'était dû à quoi? Et si vous aviez pu nous développer un petit peu cette question et quelles pourraient être les pistes d'amélioration finalement? Alors là, je vois pas ce que vous vouliez dire par là, mais en tout cas, nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on avait une réelle volonté à travers nos projets associatifs et nos façons de fonctionner que la personne soit vraiment au cœur de la construction et de l'autodétermination. Donc, effectivement, notre fiche action 1 de projet associatif, c'est de faciliter l'empowerment des personnes. Et ce qu'on avait observé, c'est que quelles que soient nos bonnes volontés, on n'était pas toujours sûr de bien s'y prendre pour vraiment entendre et que la parole et le souhait des personnes soient vraiment associés au projet. Donc la méthode de design, elle permet ça, elle va sécuriser en fait l'expression, la participation, la prise en compte du projet. Donc moi, ce que j'avais pu observer en tant que directrice, c'est que j'avais une idée quand j'ai construit ce projet. On était plutôt sur une solution numérique, un peu un modèle mobile numérique comme le projet précédent de Messidor. On avait imaginé pouvoir accompagner, mettre en place un projet de solution d'application. Et finalement, c'est un projet qui n'a pas été du tout retenu, ni par les jeunes, ni par les habitants du quartier, ni par les commerçants, les artisans. Ça n'a pas du tout été ça. Donc, ça veut dire aussi que un vrai empowerment des personnes, une vraie écoute et une vraie co-construction avec les personnes, ça veut dire qu'on ne va pas forcément sur le chemin qu'on avait imaginé en tant que professionnel. Donc, si l'objet de votre question était celle-ci, c'est ça que moi j'en ai retenu de ce projet. Un autre aspect essentiel, évidemment, ce sont ces bénévoles qu'il faut recruter, trouver. Alors, il y a un comité de sélection qui les évalue, il y a une formation, il y a une rencontre avec les familles, ça on l'entend bien. Sur l'expérimentation qui a été faite, finalement, les personnes qui ont accompagné, qui ont joué ce rôle de parrain, c'est des gens qui ont été assez facilement identifiés. Mais quand vous allez déployer dans 10 régions le dispositif, il va falloir aller trouver ces parrains qui vont avoir un engagement à avoir sur quelques semaines, quelques mois peut-être, ça ne sera pas forcément très long, mais il va falloir les trouver. Comment vous allez faire justement pour démarcher, recruter, si je puis dire? C'est une question qui revient beaucoup de nos internautes connectés, ces fameux parrains et marraines. Je peux prendre la main, Delphine, sur cette réponse. C'était honnêtement aussi une de nos craintes et ça pouvait être un vrai point d'amélioration éventuellement sur le projet, de se dire c'est bien beau de vouloir voilà, soulever, avoir des mouvements sociaux, avoir plein de bénévoles autour de nous, mais est-ce qu'ils vont vraiment répondre à l'appel? Pour ça, il y a 2 portes d'entrée qui sont ouvertes à nous et qui s'ouvriront aussi à l'ADAPT dans les autres régions où ils vont pouvoir déployer le projet. La première, c'est qu'ils vont pouvoir déposer des flyers que nous, designers, on a créés et transmis à l'ADAPT dans les commerces de proximité. On a pu le tester pendant le projet où on a déposé, ça peut paraître tout simple, on a déposé des flyers en boulangerie et on a eu beaucoup de réponses positives de personnes du quartier qui avaient envie de s'engager, qui étaient hyper ouvertes au projet. Et la deuxième porte, c'est de se dire que l'ADAPT va pouvoir s'appuyer sur les structures partenaires du réseau, que ce soit à Cambrai, mais aussi dans les autres régions, parce qu'on parle bien de réseau. Donc là, il y a la médiathèque, le centre social, une résidence senior
qui est déjà engagé dans le réseau à demain et qui chaque année vont pouvoir aller un petit peu faire l'appel et vérifier s'il y a des résidents ou des adhérents qui sont parmi la structure intéressés pour être parrain ou marraine. Ça peut paraître peut-être un peu bête comme réponse, mais c'est un projet humain et ça fonctionne rien qu'en allant toquer à des portes et surtout en s'appuyant sur ces acteurs clés qui sont déjà aussi dans le domaine social et implantés très bien sur le territoire. Dernière petite question. Quid de l'après-accompagnement? Combien de temps dure la mission de parrain? Et une fois qu'elle est faite, que deviennent ces parrains et comment se fait l'accompagnement? Les parrains, effectivement, ils ont une mission d'accueil dans la première partie du programme, qui est l'installation dans son habitat en studio autonome, en tout cas en collectif au début, parce qu'on sera sur un projet sur des 16-25 ans qui ne voudront plus aller en institution à l'âge adulte. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils ont cette mission transitoire et ce lien progressif. Et ensuite, l'idée, c'est qu'ils feront tous partie de la même communauté. Donc, il y a le parrain habitant du quartier qui va accueillir le jeune et ensuite, ils vont garder un lien au travers cette communauté qui va être animée et ils seront à partie égale à un moment et il y aura d'autres projets qui vont se construire. Il n'y aura pas forcément, s'ils souhaitent continuer à rester en lien parce qu'ils ont noué une relation de confiance, d'amitié ou de relation privilégiée, ça pourra continuer, mais la mission, elle est sur 3 mois de faciliter cet accueil. Ensuite, il y aura des temps de partage, d'échanges, de rencontres. L'objectif de la communauté de parrains, ça sera aussi à terme de ne pas forcément parler que des questions de handicap, mais de proposer dans le quartier des nouveaux projets, des nouvelles actions qui soient co-construites, co-animées ensemble. C'est que vraiment, ça sera une communauté, non plus de parrains, mais une communauté d'habitants. La communauté de parrains, j'allais dire, c'est la phase 1. Qui deviendra une communauté de quartier. Commentaire, le projet ne va pas dans le sens qu'on imaginait au départ, où il faut avoir cette humilité et lucidité d'accepter ce processus. Bravo, bravo, dit-on encore et encore à ce beau projet. Et nous en faisons l'écho. Je voudrais qu'on se connecte avec Étienne Petit-Mangin qui nous suit, qui écoute tous ces projets depuis le début, qui connaît bien et bataille depuis longtemps pour ces enjeux d'autonomisation, de prise en compte de la parole, de pouvoir d'agir, comme on dit. Êtes-vous avec nous, Étienne Petit-Mangin? Je suis là, si vous m'entendez. On vous entend très bien. Avant qu'on tire un peu les perspectives de tout cela, qu'est-ce que vous retenez un peu des notes que vous avez pu prendre sur ces 4 projets? Alors, vous savez, je n'ai pas pu vous rejoindre à Paris, je suis dans l'Est de la France. Et comme tous les gens, enfin, comme souvent dans l'Est, c'est un pays où il fait froid, on met du temps à démarrer. Et moi, je suis resté dès le départ sur les premiers mots du premier projet de cette seconde partie, les mots prononcés par Colin, je crois, sur la question d'accessibilité universelle. Qu'est-ce que c'est cette affaire? La conception universelle de l'accessibilité, c'est tout le contraire d'une approche par population, mais ça veut dire très clairement que ce qui est fait pour certains profite à tous. Quand on rend des appartements accessibles, c'est utile bien sûr pour les personnes qui ont un handicap moteur, c'est utile aussi pour les familles, les papas, les mamans avec une poussette, c'est utile pour des personnes âgées qui ont du mal à se mouvoir avec leur commission, etc. Quand SEB et l'APF s'unissent pour rendre accessibles des ustensiles de cuisine, je n'ai aucun doute sur le fait que ça soit utile pour des personnes handicapées. Je n'ai aucun doute non plus sur le fait que c'est utile pour tout le monde, pour toutes celles et ceux qui cuisinent. Monsieur Sukmela nous a montré que la démarche de photo, de conception de ces bandes dessinées était utile bien sûr pour les jeunes et je reviendrai peut-être sur ces mots du milieu spécialisé, mais aussi du milieu ordinaire, voilà, même si ce ne sont pas mes mots. Quand Messidor, avec le Bureau des possibles, réalise un outil d'évaluation des compétences. Alors, c'est bien sûr utile aujourd'hui pour des personnes qui ont des difficultés psychiques ou psychiatriques. Je suis certain
que ça serait extrêmement utile pour des personnes dans les milieux de l'insertion par l'activité économique ou simplement de l'apprentissage, ou même pour de très nombreux salariés. Voilà, la mesure ou l'auto-mesure des compétences, ne serait-ce que l'assiduité, je suis absolument certain que ça serait utile pour tout le monde. Pareil, voilà, le projet à deux mains, aucun doute sur le fait qu'il soit utile aux personnes parrainées, mais je n'ai aucun doute non plus sur le fait qu'il est très utile pour les parrains, pour les bénévoles. Ah, tant l'utilité est importante pour chacun de nous. Voilà, quand nous ne sommes plus utiles, c'est que nous sommes morts. Voilà. Donc, plus au fond, moi, ce qui me paraît très transversal et extrêmement intéressant dans ces projets, c'est le fait qu'on considère le handicap, puisqu'on est surtout dans le monde du handicap avec ces 4 projets, on considère le handicap pas seulement comme des dysfonctions, des manques, des dysfonctions à corriger, mais comme des compétences, comme des valeurs, comme des atouts, comme des apports à tous. Et ceci, pas seulement dans les mots, mais dans les faits. Et on a eu 4 démonstrations extrêmement parlantes de cette conception assez radicalement nouvelle, il faut bien le dire, du handicap dans la société. Est-ce que ces 4 projets, finalement, racontent une histoire commune? C'est apprendre à mieux vivre dans son quartier, on l'a vu. C'est apprendre à mieux vivre chez soi aussi. C'est ce que Seb apprend à travers la cuisine, la salle de bain de Mans. C'est mieux vivre avec ses loisirs, c'est l'exemple de la Haute-Garonne. Et mieux vivre dans son établissement, c'est l'exemple Messidor. Et finalement, tout ça, ça a un point commun qui est une notion qui vous est chère et importante, qui est la notion de citoyenneté. Dans quelle mesure c'est valoriser plus d'autonomie, mais c'est surtout valoriser la citoyenneté de ces personnes sous ses différents aspects. Et la notion d'autonomisation, parfois, peut avoir certaines ambiguïtés. Est-ce que c'est cette notion de citoyenneté qui est très forte, très présente, très importante à valoriser à travers ces projets-là? Tout à fait, Monsieur Descolliers. On peut utiliser le mot de citoyenneté pour dire un peu différemment ce que je viens de tenter de balbutier. Voilà. Quand on est en situation de handicap, on peut apporter à la société beaucoup de choses, et c'est absolument indispensable. Je pense qu'on est sorti, finalement assez récemment, mais depuis peut-être une dizaine d'années, d'une conception où les politiques publiques avaient comme mission principale de corriger des dysfonctions, d'amener des compensations, pour considérer qu'on est aujourd'hui dans des logiques d'accompagnement de personnes, de citoyens qui connaissent des difficultés particulières, mais qui peuvent apporter. Et ça, ils peuvent apporter à tous. Voilà. Il ne s'agit pas seulement que la solidarité leur apporte, mais faire en sorte qu'elle puisse aussi apporter ce qui est notre identité à tous. Nous existons parce que nous sommes utiles. Un dernier point peut-être, et il est important, on le voit, il y a des bénévoles qui sont mobilisés, il y a des parrains, des marraines qui sont mobilisés. Ce milieu extérieur, ce milieu ordinaire, il est sollicité fortement dans ces projets présentés. Est-ce que ces approches design, telles que vous les avez vues un peu exposées, elles permettent de mieux solliciter ces acteurs du milieu ordinaire? Parce que généralement, on veut aller vers eux, mais on ne sait pas très bien comment, et on ne sait pas très bien comment faire ce lien. Alors, je vais répondre à cette question, mais je voudrais, si vous m'y autorisez, dire 2 mots sur l'approche design, parce que elle me semble être extrêmement importante et dans les gènes, dans l'identité de la CNSA qui soutient ces projets. L'approche design, le cœur du sujet, tel que je le comprends, c'est la co-construction. Et les projets qui nous ont été présentés cet après-midi sont tous fondés sur cette approche de la co-construction. Alors, on est pressé, je ne veux pas être dans la caricature absolue, mais je suis forcément rapide. Dire
la co-construction, c'est dire que les acteurs de terrain sont capables de réfléchir et d'inventer, de balbutier au départ et petit à petit de monter des projets qui tiennent la route progressivement. On n'est pas dans une démarche descendante où il y aurait une conception intellectuelle qu'on déclinerait dans la réalité. On part bien du terrain et tous les acteurs que vous avez réunis sont des acteurs de terrain et qui ne sont pas plus bêtes que d'autres et qui sont capables de réfléchir. Et je crois, moi, fondamentalement à la pertinence d'une réflexion qui part de la réalité, qui s'incarne dans la réalité, qui n'est pas déductive, mais inductive. Et me semble-t-il, c'est le propre de cette approche design que, voilà, d'affirmer cette capacité des acteurs de terrain à réfléchir et à construire à partir du terrain. Cette approche-là, c'est vraiment l'identité, les gènes, pour moi, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est une administration, mais moderne, qui n'est pas comme les autres, pas une administration descendante qui pense voilà, les règles à partir de Paris, mais qui est capable de mettre en valeur ce qui se fait sur le terrain. Alors, tout ce que je tente de dire là, ça peut paraître banal, mais c'est, de mon point de vue, tout à fait fondamental dans l'approche de la politique publique. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que voilà, l'imagination, on l'a vu toute cet après-midi, n'a pas de limite. Merci. Ensuite, c'est compliqué dans le rapport avec la réalité, mais c'est extraordinaire tout ce qu'on est capable d'inventer à partir du terrain. Alors maintenant, sur cette question milieu ordinaire, milieu spécialisé, j'ai un peu du mal parce que pour moi, je suis un peu basique, mais l'inclusion, c'est le contraire de cette segmentation, où il y aurait d'un côté le milieu ordinaire et de l'autre. Voilà. L'inclusion, c'est de dire, voilà, nous sommes tous dans un monde finalement assez ordinaire, voilà, où chacun a sa place, des places différentes, mais voilà, ou en tout cas, on n'est plus dans cette dichotomie. Voilà. Il semble que c'est cette conception, voilà, peut-être un peu trop basique, pas très intellectuelle, mais du monde inclusif. Merci beaucoup, merci pour ces éclairages et puis merci pour l'énergie, le cœur que vous nous y mettez aussi. Il est toujours là, présent dans vos interventions et il est plus que jamais nécessaire. Merci à vous beaucoup, Étienne Petit-Mangin, de nous avoir accompagnés sur cette deuxième session. On clôt cette deuxième session sur ces très beaux mots, ces mots très porteurs, et on va passer à la conclusion de notre première demi-journée. Alors pour cette conclusion de notre première demi-journée, on a le plaisir d'accueillir Marine Boisson-Cohen qui est avec nous, évidemment bien connue comme directrice scientifique de la CNSA. Elle est également conseillère scientifique de l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Je vous laisse la parole pour nous ouvrir les perspectives après ces 8 projets, ce geyser, je le disais tout à l'heure, d'idées et d'énergie aussi. Bon, bonsoir Régis, bonsoir Diane. Alors oui, ça a été très riche. Donc je vais essayer de revenir à quelques finalement notions et principes qui ont été au cœur de cette journée, et puis surtout essayer de les replacer dans une actualité qui est celle de la CNSA, une actualité qui est aussi celle du secteur. Donc on voit bien comment on a eu des principes structurants aujourd'hui, quelle que soit la diversité des projets. Vous avez parlé de geyser, bon, c'était riche et on en est vraiment heureux. La participation, l'expérience, la citoyenneté, avec ce qu'elle implique aussi d'appartenance, et la simplicité. Il y a une phrase du philosophe John Dewey que j'aime bien, qui dit « Une idée vraie, c'est une idée qui réussit ». Et donc vraiment, c'est cette idée au plus simple de passer de cette imagination à cette concrétisation. Et finalement, ces principes qui sont très basiques peut-être, Étienne Petit-Mangin, il rappelait ces termes, ils nous permettent quand même d'alimenter notre réflexion et notre action face à des défis qui sont des défis majeurs pour notre secteur, pour le champ de l'autonomie, qui sont d'une part le défi de l'effectivité, effectivité des droits, effectivité de la promesse de l'autonomie, d'autant renforcée que nous avons créé désormais cette 5e branche,
et puis un défi d'attractivité, l'attractivité des métiers. Et on voit bien comment ces projets s'adressent aux personnes concernées. C'est un terme plus intéressant peut-être que celui d'usager, à leurs proches, à leurs familles et aussi aux professionnels. Alors cette actualité, en tant que directrice scientifique de la CNSA, ce que j'aimerais finalement donner un peu comme mise en perspective, c'est d'une part montrer comment aujourd'hui à la CNSA on est très attaché à continuer cet apport du design, cet apport de la co-construction. Et je vais renvoyer tout simplement un appel à projet qu'on a lancé l'année dernière, en 2021, nouvel appel à projet thématique, qui est un appel à projet qui est dédié à la participation des personnes vivant à domicile aux services qui les accompagnent, hein, à la gouvernance de ces services. Et là, je vais être tout à fait en phase avec Karine Lefebvre, qui a dit « mais la participation, c'est au cœur du médico-social depuis la loi de 2002 ». Le principe de démocratie médico-sociale a 20 ans. Et oui, le principe en est posé. Ce modèle participatif, il anime cette politique. Mais on sait que ce qui reste encore à relever, et qui est toujours à relever, c'est le défi opératoire de l'effectivité. Et on voit bien que la manière d'innover, ce n'est pas innover forcément sur de nouveaux droits, ce n'est pas innover sur une idée d'accompagnement qu'on n'aurait pas eu précédemment, c'est innover, expérimenter au service de l'effectivité. Hein, que la promesse soit tenue à travers des modalités qui peuvent être plus ou moins complexes, plus ou moins simples, par le pas de côté. Et on a eu la chance donc de pouvoir proposer cet appel à projet en 2021 sur la participation des personnes à la gouvernance des services qui les accompagnent, d'avoir à nouveau beaucoup de propositions, plus de 60. Donc c'est un projet qu'on a conduit avec Diane Desprats. Et on a retenu 6 projets. Et donc cette année, on aura déjà une première réunion avec ces porteurs de projets sur la participation, et ils s'attachent de la même façon à créer des communautés de réflexion, des groupes de réflexion, pour penser ensemble, professionnels, personnes concernées, de manière décloisonnée, comment donner corps et donner chair à ces principes de participation qui ont maintenant plus de 20 ans. Et avec une insistance notamment, et j'espère qu'on pourra bientôt vous le présenter, sur des communications adaptées, l'infographie, la BD, le FALC, faisons feu de tout bois, mais parce que justement, ça n'est pas donné. Dans le secteur du médico-social, justement, il faut sans cesse être en réflexion, sans cesse en innovation, pour réussir à surmonter ces obstacles à un principe qui est vraiment inhérent à la citoyenneté, qui est celui de pouvoir participer et de pouvoir participer à l'accompagnement que l'on vous propose. Et puis le deuxième défi, où je pense vraiment on a beaucoup à apprendre, et il va falloir aussi porter les acquis de cette journée, c'est le défi de l'attractivité des métiers. Et donc là, je pense que la plupart de nos auditeurs le savent, mais on peut le resituer. Il y a des travaux qui ont été lancés, qui ont été confiés notamment par le Premier ministre à Jean-Philippe Vinquant, Benjamin Ferras, Denis Piveteau, pour justement travailler à l'attractivité des métiers et réfléchir aussi à l'accompagnement social et médico-social. La conférence était initialement programmée le 15 janvier. En raison du Covid, elle est quelque peu différée, mais il est bien établi qu'elle se tiendra au premier trimestre. Donc en tant que direction scientifique, on a déjà eu l'occasion de transmettre des éléments de capitalisation, des innovations que l'on soutient. Et évidemment, on ne manquera pas de les verser, parce qu'on voit bien comment ces projets rouvrent des espaces de créativité et de propositions professionnelles. Et on y est vraiment très attaché. Voilà, c'est ce principe de l'utopie au concret qu'on va essayer de poursuivre. Oui, vous le dites, c'est ramener de la simplicité et de l'effectivité dans un monde de situations de plus en plus complexes que permet ce design. Peut-être une petite question, et c'est une remarque qui est faite, si je la retrouve, c'est des expérimentations sur des projets, mais les personnes concernées, les familles ont aussi besoin souhaitent du pérenne. Est-ce que l'idée, c'est aussi que ces projets, cette démarche design, fasse cadre aussi derrière? Je pense que là où elle fait cadre, c'est qu'il y a quand même un travail fondamental sur la posture. Parce que le point commun, aussi le fil rouge, c'est une posture d'ouverture, c'est une posture d'écoute, c'est une posture de prise en compte des savoirs expérientiels. Bon, là je sors quelques grands mots en fin de journée, mais ces savoirs expérientiels, ces savoirs des personnes concernées et de leurs proches, ils ne viennent pas se substituer au savoir des professionnels ou à une expertise autrement acquise, ils viennent s'associer. Et ce travail-là, je pense que de manière pérenne, on est en train de travailler sur la posture. Et ça, c'est un cadre.
Merci beaucoup Marine, merci Diane. On se retrouve Diane demain matin pour la suite, 8 autres projets, 2 autres thématiques, 2 autres grands témoins qui nous accompagnent. C'est 9h30 demain matin, accompagnez-nous, soyez là et soyez toujours aussi actifs, interpellants, questionnants, vous nourrissez et enrichissez et rendez passionnantes ces webinaires. Merci à vous tous, à demain.